Le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec le jeune de Kinshasa ce samedi 13 décembre 2025, une rencontre attendue dans un contexte national marqué par de nombreux défis politiques, sociaux et sécuritaires. Et puis, le Rwanda conduit la région vers l'instabilité et une guerre accrue. C'est une déclaration de Mike Watts, représentant des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité. Vous aurez également les détails dans ce journal. Et puis, avec moi, 3 millions de fret transportés aujourd'hui contre 12,4 millions en 1998. Le Zimbabwe mise sur son rail pour retrouver ses différentes performances. Voilà, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Le Rwanda conduit la région vers l'instabilité et une guerre accrue. Déclaration de Mike Watts, représentant des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité. La réunion stratégique sur la situation en RDC a été l'occasion pour le Congo de fustiger la faiblesse du Conseil, lequel se montre incapable de faire appliquer sa propre résolution votée en mars dernier qui exige le retrait de troupes rwandaises de la RDC. Suivez. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a lancé un avertissement sur les conséquences de l'inaction internationale face à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Lors de son intervention vendredi, la ministre Thérèse Kaikwamba Wagner a dressé un bilan sans appel de 9 mois après l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. La ministre a dénoncé l'absence de mesures concrètes du Conseil pour faire respecter sa propre résolution. La RDC a fustigé l'inaction du Conseil de sécurité pendant que les États-Unis, médiateurs dans la crise congolaise, ont dénoncé l'attitude belliqueuse du Rwanda, signant d'une part un accord de paix, mais alimentant la guerre en fournissant armes, hommes de troupes, entraînement au M23. En plus de 7000 hommes positionnés en RDC, Kigali a déployé plusieurs missiles solaires et d'autres armes lourdes et sophistiquées dans le nord et le sud Kivu pour aider le M23 dans son conflit contre la RDC.
Les Rwandais et les M23 ont commencé leur offensive juste ce week-end dernier pour prendre Uvira après des forces rwandaises colocalisées avec les M23 le long des lignes de front, dénonce Mike Wattez, représentant américain aux Nations Unies. De plus, les États-Unis affirment détenir les informations crédibles sur l'utilisation accrue des drones suicides. Les Rwandais et ses supplétifs lancent des frappes aussi bien en RDC qu'au Burundi, notent les représentants américains aux Nations Unies. Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le jeune de Kinshasa au gymnase du stade Théâtre Raphaël ce samedi 13 décembre 2025, qui rencontre attendue dans un contexte national marqué par de nombreux défis politiques, sociaux et sécuritaires. Ces face-à-face avec la jeunesse congolaise visent à écouter leurs préoccupations, partager la vision du chef d'État et renforcer l'engagement de jeunes dans la construction du pays. De plus amples détails, vous les aurez dans notre prochaine édition. Et puis, situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a instruit le gouvernement de dépêcher une mission humanitaire au Burundi et en Tanzanie pour assister le déplacé. C'était au cours du dernier conseil de ministres. Suivez. Compte rendu de la 70e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 12 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 70e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. Bien avant sa communication, le président de la République, dans la suite de la communication qu'il avait faite hier à l'occasion de la réunion restreinte du gouvernement, a tenu à exprimer sa solidarité aux populations durement affectées par la récente offensive de l'armée rwandaise. À ces propos, il a instruit la première ministre et les membres du gouvernement concernés à préparer urgemment une mission humanitaire qui pourra se rendre au Burundi et en Tanzanie pour apporter l'assistance humanitaire nécessaire à nos compatriotes qui se sont déplacés à la suite de ces événements. Revenant sur sa communication du jour, le président de la République a commencé par parler de la mise en œuvre des accords stratégiques signés avec les différents pays partenaires. Il est revenu sur la série d'accords récemment conclus avec plusieurs pays partenaires d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, notamment le Burundi, l'Uruguay, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, le Kazakhstan, le Qatar, la Serbie et d'autres, couvrant des domaines variés tels que la défense, la sécurité, l'économie, les mines, l'agriculture, la culture, les technologies, l'énergie, les infrastructures portuaires. Et puis en prélude de festivités de fin d'année, le président Tshisekedi a instruit le gouvernement et les services de sécurité de renforcer le dispositif sécuritaire pour prévenir toute tentative de déstabilisation. C'est ce qui ressort du Conseil de ministres tenu vendredi 12 décembre dont le porte-parole de gouvernement, Patrick Muyaya, en fait la restitution. Suivez. La communication du président de la République a porté sur la nécessité à prendre des dispositions sécuritaires et sociales en vue de la fin de l'année 2025. À l'approche des festivités des fins d'année, période traditionnellement marquée par une forte mobilité sociale, une intensification des échanges économiques et un accroissement des activités communautaires à travers le pays, le président de la République a rappelé la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin de garantir à nos populations une fin d'année paisible, pleinement sécurisée et empreinte de dignité. Dans ces contextes, une attention particulière devrait être portée au renforcement des dispositifs de sécurité, à la fluidité des mouvements des personnes et des biens, à la prévention des risques liés au rassemblement public,
ainsi qu'au maintien de l'ordre public dans les respects des libertés individuelles. De même, la veille stratégique doit être accrue pour anticiper toute menace éventuelle, notamment dans les zones sensibles, et protéger l'intégrité du territoire. Pour le président de la République, l'enjeu est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de célébrer ces moments de cohésion nationale dans un climat serein, garantissant la protection des familles, la continuité des services essentiels, la stabilité sociale et l'affirmation de l'autorité de l'État. À cet effet, il a instruit les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, celui de la Défense, ainsi que les services de renseignement de renforcer les dispositifs de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les zones urbaines, les axes routiers, les lieux de culte, les centres commerciaux et les sites des grandes affluences. Des mesures préventives et opérationnelles renforcées devront être mises en œuvre afin de prévenir toute tentative de déstabilisation et de garantir la tranquillité publique durant cette période. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, devra quant à lui veiller à mobiliser les médias pour sensibiliser la population à la vigilance en invitant chaque citoyen à signaler tout comportement suspect et à éviter tout relâchement pouvant offrir une opportunité aux ennemis de la République. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de prendre toutes les diligences pour que les agents et fonctionnaires de l'État bénéficiaires de vivres soient servis et payés dans les délais afin d'assurer des conditions décentes pour les fêtes de fin d'année. On va faire un rétropédalage sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La région de Grand Lac est-elle de nouveau au bord de l'embrasement en cause la persistance du conflit dans cette partie de la République démocratique du Congo? Les accusations visant le Rwanda pour son soutien au M23, les répercussions sécuritaires au Burundi et des déclarations controversées du président ougandais Yoweri Museveni sur l'Uturi, en tout cas dans la région, le risque d'une régionalisation du conflit semble plus élevé et les spécialistes préviennent sur la nécessité de détendre les climats avant que le pire devienne. José Junior, Owawa. La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs continue de se détériorer, faisant craindre une crise régionale de grande ampleur. En République démocratique du Congo, les autorités accusent ouvertement le Rwanda d'armer et de soutenir le mouvement rebelle M23 actif dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Kigali justifie régulièrement sa posture par la nécessité de protéger les communautés Tutsi, un argument rejeté par Kinshasa qui y voit une violation de sa souveraineté et une instrumentalisation identitaire aux conséquences déstabilisatrices pour l'ensemble de la région. Cette crise dépasse désormais le cadre congolais. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur du Burundi a récemment alerté sur le risque d'un embrasement régional, soulignant que l'insécurité persistante à l'est de la RDC menace directement la stabilité de son pays. Bujumbura redoute une extension du conflit alors que de mouvements de groupes armés et des populations sont signalés le long des zones frontalières. À ces climats déjà tendus s'ajoutent des déclarations controversée du président ougandais Yoweri Museveni. Évoquant l'histoire précoloniale, il a affirmé que la région de l'Ituri aurait autrefois appartenu au royaume de Bunyoro. Des propos jugés inopportuns et potentiellement dangereux par plusieurs acteurs congolais dans un contexte régional déjà fragile. Sur le plan diplomatique, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique Tibor Nagy estime que des simples accords ne suffiront pas à régler la crise. Selon lui, tant que Kinshasa n'aura pas neutralisé les FDLR et le Rwanda n'aura pas retiré ses troupes du territoire congolais, toute initiative politique restera fragile. Côté congolais, le temps s'est durci. Dans le même temps, Kinshasa annonce la préparation d'une contre-offensive militaire appuyée par une série de réunions interinstitutionnelles du Conseil supérieur de la défense visant à coordonner la réponse sécuritaire face aux groupes armés. Face à cette accumulation de tensions sécuritaires, diplomatiques et historiques, les appels se multiplient pour une désescalade urgente et une implication plus ferme des mécanismes régionaux et internationaux afin d'éviter que la crise à l'est de la RDC ne se transforme en un conflit ouvert entre les États de la région du Grand Lac.
Revenons à Kinshasa, où, interdite par le gouverneur de Kinshasa, la marche de Jean-Marc Abound est maintenue. L'opposant appelle à manifester ce lundi 15 décembre pour réclamer un dialogue national. Reportage Didier Ilunga. L'interdiction de la marche pacifique de la coalition de la gauche congolaise, plateforme dirigée par l'opposant Jean-Marc Abound, prévue pour le 15 décembre 2025 par le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, ravive les tensions entre l'autorité provinciale et l'opposant, ainsi que ses alliés. Réagissant à cette décision, Arnaud de Bombolé, cadre de la plateforme et directeur du cabinet de Jean-Marc Abound, rappelle à l'autorité urbaine que la RDC n'est pas dans un régime d'autorisation, mais des simples informations conformément aux dispositions constitutionnelles. La coalition de la gauche congolaise, par l'entremise de son président, l'honorable Jean-Marc Abound, maintient la marche du 15 décembre 2025. La lettre que vous voyez sur les réseaux sociaux, nous la considérons comme étant un papier ou un chiffon à jeter dans la poubelle. L'article 26 de la Constitution est clair là-dessus. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes plutôt dans un régime d'information. Seule l'information suffit pour que l'autorité prenne des dispositions afin que la marche soit encadrée. Nulle part on dit que le gouverneur doit prendre acte ou ne pas prendre acte. Non, seule l'information suffit. Le gouverneur avait été informé, le gouverneur avait accusé réception via ses services. Donc aujourd'hui, si le gouverneur pense qu'il ne peut pas prendre acte, mais en vertu de quelle disposition constitutionnelle, en vertu de quelle loi, même la loi portant les libertés publiques. Cette loi reprend in extenso l'article 26 de notre Constitution. Donc voilà pourquoi nous maintenons notre marche. Nous allons marcher. Par ailleurs, cette marche du lundi 15 décembre, déclarée pacifique par ses organisateurs, vise à appeler à la convocation des dialogues national inclusifs face à la crise sécuritaire et politique qui traverse la RDC. De la politique à l'économie, il n'y a qu'un seul pas à franchir. La République démocratique du Congo et l'Éthiopie intensifient le renforcement de leurs relations économiques à l'approche de la signature d'un accord commercial bilatéral. Kinshasa et Addis Abeba réaffirment leur ambition de stimuler les échanges intra-africains en mettant particulièrement l'accent sur le transport aérien, le produit agricole et l'élargissement de leurs marchés respectifs. Daniela Kalala. La conclusion prochaine d'un accord commercial entre la RDC et l'Éthiopie pourrait marquer un tournant stratégique pour les deux économies. Pour la RDC, cet accord représente une opportunité majeure de diversification de ses exportations, encore largement dominées par les secteurs miniers. Selon les analystes, l'intérêt manifesté par les consommateurs éthiopiens pour le produit alimentaire Made in DRC ouvre les perspectives concrètes pour les filières agricoles locales, notamment l'agroalimentaire, avec la clé une stimulation de la production nationale, la création d'emplois et une amélioration des revenus de producteurs. Les volets aériens, portés par la coopération autour des avions cargo et les partenariats avec Air Congo, constituent un levier logistique essentiel. Il pourrait contribuer à réduire le coût et les délais d'exportation, un obstacle majeur pour la compétitivité de produits congolais sur les marchés extérieurs. Une meilleure connectivité aérienne renforcerait également les échanges commerciaux, touristiques et économiques entre les deux pays. Du côté éthiopien, l'accès à un marché congolais de plus de 100 millions de consommateurs, concentrés notamment à Kinshasa, offre des débouchés importants pour ces entreprises et consolide sa position comme hub économique régional. Plus largement, cet accord s'inscrit dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, en favorisant l'intégration économique africaine et la réduction de la dépendance vis-à-vis de marchés extérieurs. Si la feuille de route issue de la commission mixte est mise en œuvre de manière effective, ces partenariats pourraient renforcer la résilience économique de deux pays et contribuer à une croissance plus inclusive au bénéfice direct de populations congolaises et éthiopiennes.
Et puis en sport, depuis la création de la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont plusieurs sélectionneurs à avoir marqué le prestigieux tournoi continental, tacticien africain ou européen. Ils ont amené leur sélection vers la gloire, de Charles Koumi Gyamfi à Hassan Cheata, en passant par Claude Leroy et Hervé Renard. Retour sur les exploits de ces sorciers du foot africain dans cet élément. Dans l'histoire de la CAN, qui a débuté en 1957, plusieurs sélectionneurs se sont illustrés. C'est le cas du Ghanéen Charles Koumi Gyamfi, vainqueur en 1963, 65 et 82, et de l'Égyptien Hassan Cheata, qui a remporté le trophée continental en 2006, 2008 et 2010. Ils sont à ce jour le deux sélectionneurs le plus titrés. Charles Koumi Gyamfi a été le premier footballeur africain à évoluer dans le championnat allemand en signant en 1960 un contrat au Fortuna Düsseldorf. En 1965, Charles Koumi Gyamfi et son équipe conservent leur titre face à la Tunisie, pays organisateur. L'ancien milieu de terrain remporte à nouveau la CAN en 82 et devient le premier sélectionneur à soulever 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera suivi par Hassan Cheata, ancien joueur du Zamalek. Sous sa direction, l'Égypte est devenue une nation de premier plan dans le monde du foot et il a su mettre en avant les talents de joueurs locaux comme aucun autre pays du continent. Avec 9 phase finale à son compteur, le français Claude Leroy est à ce jour le sélectionneur les plus expérimentés. C'est lui qui a dirigé 38 rencontres en CAN à officier avec le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, la République démocratique du Congo, la République du Congo et les Togo. Avec le Cameroun, Claude Leroy a perdu sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations en 86 contre l'Égypte au tir au but. Toujours avec les Lions indomptables, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 88 au Maroc contre le Nigeria. Avec le Sénégal, il atteint les demi-finales de la CAN en 1990 en Algérie qu'il perd contre le pays organisateur. En 2008, avec le Ghana pays organisateur, Claude Leroy termine sur la 3e marche du podium. Éliminé en demi-finale par le Cameroun, il bat le Sénégal pour la 3e place. En 2013, aux commandes de la RDC, il est éliminé dès la phase de groupe après 3 matchs nuls. Une première pour Claude Leroy qui, lors de 7 tournois précédents, avait toujours atteint les phases finales. En 2015, en Guinée équatoriale, Leroy amène le Congo jusqu'en quart de finale, terminant en tête de son groupe avant de s'incliner face à la RDC. Adjoint de Claude Leroy avec les Ghana, le français Hervé Renard fait aussi figure de sélectionneur emblématique sur le continent africain. Il est le seul sélectionneur à avoir décroché le gros lot avec 2 nations différentes, la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Dans cette liste d'entraîneurs de légendes, difficile de ne pas évoquer la mémoire du Nigérian Stephen Keshi, décédé en 2016 en l'âge de 54 ans. 3 ans auparavant, en Afrique du Sud, il avait amené les Super Eagles sur le toit de l'Afrique. Et en prélude de cette CAN Maroc 2025, nous allons vous proposer à Géopolis Télévision des éléments de reportage retraçant l'historique même de cette compétition qui va se jouer au pays du Maghreb du 21 décembre au 18 janvier 2026. Une nouvelle triste avant de quitter la page nationale, l'ancien attaquant du TP Mazembe et du l'AS V-Club Chico Ushindi Wakumwanza, international à prime, passé également par Young Africa et le CS Don Bosco, a rendu l'âme ce samedi à l'âge de 29 ans. Selon les premières informations, il aurait succombé à une courte maladie. Retour sur son parcours dans cet élément. Triste nouvelle, le football congolais est en deuil. L'ancien attaquant du TP Mazembe et de l'AS V-Club Chico Ushindi est décédé ce samedi 13 décembre à l'âge de 29 ans, plongeant le monde sportif national dans une profonde tristesse. International A' de la RDC, Chico Ushindi a marqué les esprits par son talent et son engagement sur le terrain. Au cours de sa carrière, il a également évolué sous le couleur de Young Africans en Tanzanie ainsi que du CS Don Bosco, laissant partout les souvenirs d'un joueur combatif et respecté. Les premières informations indiquent qu'il aurait succombé à une courte maladie. Sa disparition constitue une lourde perte pour le football congolais et pour tous ceux qui ont partagé sa passion du ballon d'or. Nos condoléances à sa famille biologique, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive. Paix donc à l'âme de Chico Ushindi Wakumwanza. On va passer à présent à l'actualité en dehors des frontières congolaises.
Avec la guerre au Soudan, plusieurs infrastructures servant à acheminer le brut sud-soudanais ont été ciblées et endommagées. Ces bruts constituent plus de 90% de recettes d'exportation du Soudan du Sud et les perturbations causées par ces attaques fragilisent les finances publiques du pays. Daniel Kalala. Les Soudans du Sud affirment avoir conclu un accord avec l'armée soudanaise et de forces de soutien rapide pour sécuriser les champs pétroliers des Iglige situés au Soudan près de la frontière entre les deux pays. Selon le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, James Pitia Morgan, Juba a obtenu l'autorisation de déployer les South Sudan People's Defense Force afin de protéger les installations et d'éviter que le combat n'affecte la production pétrolière. Les opérations sur les sites se poursuivraient tandis que les soldats soudanais ayant fui les affrontements auraient trouvé refuge au Soudan du Sud. Cet accord intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, plusieurs infrastructures pétrolières ont été visées. En mars 2024, Khartoum avait déclaré la force majeure sur les exportations de brut sud-soudanais après la rupture d'un oléoduc stratégique suivi en 2025 de nouvelles attaques de drones contre des sites énergétiques dont Iglige. Pour Juba, ces violences ont entraîné de lourdes perturbations des exportations de pétrole qui transitaient auparavant à hauteur de 100 000 à 150 000 barils par jour via le Soudan. Les autorités sud-sudanaises estiment que cet accord vise à limiter de nouvelles destructions et à sécuriser des flux, même si son efficacité dépendra du respect des engagements dans un contexte de conflit toujours actif. Avec au moins 3 millions de tonnes de fret transportées aujourd'hui contre 12,4 millions en 1998, le Zimbabwe mise sur son rail pour retrouver ses performances. La NDS2 prévoit la réhabilitation du corridor stratégique et la construction de nouvelles lignes pour booster le commerce nord-sud dans la région SADC. Encore une fois, Daniela Kalala. Dans le cadre de sa stratégie nationale de développement 2026-2030, estimée à plus de 10 milliards de dollars, le Zimbabwe prévoit de réhabiliter et d'étendre son réseau ferroviaire afin de faciliter le transport de marchandises, notamment minières, et de réduire la pression sur les routes. Projet central de cette stratégie, la construction d'une ligne ferroviaire de 217 km reliant Lionsden au Zimbabwe et à Kafue en Zambie. Cette infrastructure vise à renforcer l'intégration du pays au réseau régional de la SADC et à fluidifier le commerce avec la Zambie et la RDC en réduisant le coût et les délais logistiques. Les autorités estiment que le rail pourrait transporter jusqu'à 12 millions de tonnes de fret d'ici 2030 contre 2,1 millions en 2025, limitant ainsi les dégâts causés aux routes par les trafics de poids lourds. La NDS2 prévoit également la réhabilitation de 1700 km de voies ferrées, la modernisation de corridors stratégiques et l'acquisition de nouveaux équipements. À terme, le renforcement du rail pourrait positionner les Zimbabwe comme un nœud logistique régional à condition de mobiliser les financements nécessaires et de moderniser les infrastructures vieillissantes. Enfin donc, de ce journal, madame, messieurs, je m'en veux vous rappeler les trois principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec le jeune de Kinshasa au gymnase du stade Tata Raphaël ce samedi 13 décembre 2025. Une rencontre attendue dans un contexte national marqué par de nombreux défis, notamment politiques et sociaux. Et puis, le Rwanda conduit la région vers l'instabilité et une guerre accrue. C'est une déclaration de Mike Watts, représentant des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité. Et puis, à l'international, avec moins de 3 millions de tonnes de fret transportées aujourd'hui contre 12,4 millions en 1998, le Zimbabwe mise sur son rail pour recouvrir ses anciennes performances.
Fin totale de ce journal, madame, messieurs. Bon suite de programme sur Géopolis Télévision et nous vous remercions de nous avoir suivis. L'arbre qui porte de fruits n'est pas plus important que celui qui est utilisé pour les ombrages. Au revoir. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.